Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire du SNEP FSU sur le choc des savoirs. Nous avons décidé de l'organiser en cette fin d'année scolaire et militante pour impulser l'activité et les actions syndicales pour contrer la mise en place des mesures de ce choc des savoirs. Pour cela, nous avons décidé de structurer ce webinaire en 5 temps. Le premier sera, je dirais, évidemment lié au contexte politique inédit créé par les résultats aux élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Donc c'est Coralie Bénèche, notre co-secrétaire général, qui nous dira quelques mots en introduction. Ensuite, nous allons rappeler quelques axes principaux de la réforme du choc des savoirs. Puis, nous viendrons sur les appuis théoriques et des idées pour le combattre. Euh, Ensuite, nous vous donnerons en quelques mots la position du SNEP, de la FSU et de l'intersyndicale. Et enfin, nous viendrons sur les modalités pour agir, puisque c'est, in fine, la raison principale de cette soirée. Avant de passer la parole à Coralie, je précise que un chat, une discussion pendant le webinaire est possible. Donc, vous pouvez noter vos réactions, vos questions, dans la mesure du possible. À la fin du déroulé tel que je viens de vous le présenter, nous reviendrons dessus et essaierons de répondre, réagir à vos propres réactions et questions s'il y en a. Écoutez, je n'allonge pas plus mon introduction. Coralie, je te passe la parole si tu veux bien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme l'a présenté Angelco, il est vrai que le contexte politique est assez compliqué et complexe, et surtout, il nous interroge fortement sur la suite qui pourrait advenir après le 7 juillet. Les résultats des élections, se fait à plusieurs niveaux, si on l'analyse. La première, ce qui interroge fortement, c'est la question de l'abstention, puisque vous le savez toutes et tous, il y a eu environ 40, presque 50% d'abstentionnistes sur les élections européennes. Le deuxième, c'est bien évidemment le score de l'extrême droite à près de 40%, et le risque que fait prendre Emmanuel Macron à la France avec la dissolution de l'Assemblée. Donc pour nous, l'extrême droite, c'est un vrai danger pour la démocratie, pour les services publics, pour la fonction publique, pour l'école, pour notre métier et pour les élèves. Et en ça, le SNEP FSU a toujours appelé à faire barrage à l'extrême droite dans les différentes élections. Depuis de nombreuses années maintenant, les politiques qui sont menées détruisent les services publics, alors qu'on sait très bien que ce sont les remparts, notamment à l'exclusion, et que c'est un système de solidarité très important. Euh, le SNEP refuse aujourd'hui de mettre dos à dos et de renvoyer dos à dos les différents extrêmes, comme essayent de le faire les différents ministres, en tout cas aujourd'hui, parce que il nous semble que l'extrême droite, on l'a déjà dit, mais on le répète, est un vrai danger pour la démocratie et va, en tout cas, rentre en complète contradiction et à l'inverse de tout ce que le SNEP FSU porte en termes de progrès social et de valeurs. À la lecture du programme du nouveau Front populaire, qui pose un certain nombre de choses, des revendications sur notamment les services publics, mais aussi sur les salaires et sur l'école, comme par exemple l'abrogation du choc des savoirs. On va en parler ce soir, c'est l'objet de la soirée. Ou encore l'abrogation de Parcoursup, ou encore qui porte la question des 4 heures de PS pour toutes et tous. Le SNEP FSU a pris la décision d'appeler à voter pour le programme du nouveau Front populaire. Il appelle aussi, évidemment, d'ici là, à voter, à faire voter surtout, c'est-à-dire à convaincre tous les gens qui nous entourent, tous les professeurs, d'aller voter ce jour-là, de faire des procurations si jamais ils ne sont pas disponibles, puisqu'on sait qu'il va y avoir aussi, il y a un certain nombre de choses qui se passent et que le 7 juillet, les vacances scolaires auront débuté. Mais
En attendant, le SNEP le fait en toute indépendance et continuera de mener toutes les batailles qu'il mène, et notamment en cette fin d'année, bien évidemment, parce qu'on ne connaît pas l'issue de ces élections, continuer de porter la bataille dans les établissements contre les mesures choc des savoirs. On sait aussi qu'on a tout intérêt, quel que soit le contexte, mais encore plus maintenant, à renforcer toutes les organisations syndicales et toutes les batailles locales. Donc, ça sera abordé ce soir, mais nous, enfin le SNEP aujourd'hui, a pris ses responsabilités et dans ce contexte historique et un tournant en tout cas important pour ne pas voir arriver l'extrême droite au pouvoir, mais aussi pour faire avancer toutes nos revendications, a appelé à voter nouveau Front populaire. Bien, merci Coralie pour cette précision et la clarification de la position et de l'appel du SNEP dans ce contexte. Alors, j'enchaîne à mon tour sur le rappel de quelques axes principaux et quelques éléments structurants la mesure qui est le choc, la réforme qui est le choc des savoirs. Premièrement, il s'agit, selon l'analyse que nous faisons au SNEP FSU, d'une école du tri des élèves. On parle du niveau d'enseignement qui est le collège, donc dès l'entrée des élèves à ce niveau d'enseignement, dès la sixième donc, nous ne sommes plus dans l'idée désormais de progresser ensemble, au-delà, et je dirais malgré toutes les différences qui existent, que nous n'avons jamais niées, que nous constatons dans notre professionnalité, notre métier de tous les jours, mais il y avait l'idée de progresser ensemble, euh, mais aujourd'hui, on est sur l'idée de se séparer sur ce qui est annoncé comme fondamental par l'institution, à savoir le français et les mathématiques. Je reviendrai en quelques mots dessus après. Il s'agit, de notre point de vue, d'une réforme idéologique qui repose sur le principe d'une inégale éducabilité des enfants. Qui n'est attestée par évidemment aucune connaissance scientifique, mais est bien une réforme selon le SNEP FSU, réactionnaire, et je l'ai dit, à caractère idéologique. Contrairement, et qui s'oppose, je dirais, à un certain nombre d'orientations et de mandats qui sont les nôtres, notamment, par exemple, la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans, puisqu'elle repose sur l'idée que tous les jeunes de notre pays sont éducables et doivent accéder à un niveau le plus élevé de qualification et d'éducation. Ensuite, je vais donner, en articulant un petit peu mon propos à celui de Coralie, que vous venez d'entendre, un ou deux détails de précision puisque le contexte oblige, sur le programme du Rassemblement national, puisque le Rassemblement national est en position électorale que nous savons. Dans le programme du Rassemblement national figure bien un diplôme national du brevet comme un diplôme sanction triant les élèves pour la suite de leur scolarité. Je reviendrai dessus après également dans le choc des savoirs. Ensuite, il y a bien l'idée des classes de niveau. On n'en est même pas sur les groupes de besoins tels qu'ils existent aujourd'hui dans le texte officiel, on est bien sur les classes de niveau. Je vais citer une phrase du programme du Rassemblement national qui, j'ouvre les guillemets, veut reprendre en main le contenu et les modalités des enseignements. Il est question, de notre point de vue ici, non seulement de la liberté pédagogique, euh, que nous défendons au quotidien, mais aussi du statut des enseignants. Puisque si nous n'avons plus besoin d'avoir cette liberté pédagogique, pourquoi avoir des enseignants cadres A de la fonction publique? Si on y rajoute, je fais une nouvelle citation, l'accroissement du pouvoir de contrôle des corps d'inspection, nous serions devant, si la politique du Rassemblement national devait s'appliquer à l'éducation nationale, devant une mise sous tutelle forte. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors j'enchaîne sur donc la réforme du choc des savoirs proprement dite. Elle n'agit ni sur les causes donc des difficultés scolaires, mais condamne les élèves en difficulté à la ségrégation scolaire dès l'entrée en sixième, je l'ai dit, dans les groupes de niveau, dans les deux matières. C'est en tout cas l'entrée pour le moment dans la réforme. Je l'ai dit, le tri des élèves se fait sur les prétendus fondamentaux, que au SNEP FSU évidemment, mais aussi à la FSU, comme les autres syndicats de la FSU, nous contestons sur le fond, puisque nous défendons l'idée
de l'égale importance de l'ensemble des savoirs structurant en discipline dans l'enseignement, notamment dans le second degré. Évidemment, l'éducation physique et sportive en fait partie. Je le dis encore plus clairement, pour le SNEP FSU, le PS est une matière fondamentale. Alors, de plus, nous pensons que l'enseignement du français et des mathématiques est usurpé. Nos collègues et camarades du SNES FSU, mais aussi de la FSU SNUIPP, estiment que, à travers les évaluations nationales, que les Français et les mathématiques sont usurpés à travers les évaluations nationales descendantes, à travers une nouvelle mesure qui fait partie de la réforme, à savoir les manuels scolaires labellisés. Je rappelle que les manuels scolaires, que nous n'avons pas en éducation physique et sportive, ont été labellisés la dernière fois à l'époque du gouvernement de Vichy. Le symbole est quelque peu fort. Le caractère pseudo-scientifique des réformes qui sont aujourd'hui contestées parce qu'il n'y a absolument pas unanimité des avis scientifiques sur un certain nombre de choix qui sont faits en français et en mathématiques. Alors, j'en viens sur l'éducation physique et sportive proprement dite. En quelques mots, les remontées que nous avons depuis le début de l'annonce, donc il y a maintenant plusieurs mois, vont dans un sens très fâcheux concernant l'organisation et la mise en place de l'éducation physique et sportive à la rentrée prochaine. Concrètement, les barrettes qui découlent des groupes de niveau, c'est-à-dire des groupes de besoins en français et mathématiques, bloquent les créneaux sur les emplois du temps des élèves, de fait, pose des problèmes à l'ensemble des emplois du temps, dont l'organisation d'éducation physique et sportive, qui, comme nous le savons, dépend d'un certain nombre d'équipements extramuros sur lesquels il est nécessaire de s'organiser, de répartir ensemble les créneaux, pas seulement au sein de l'établissement, mais avec d'autres établissements. Et donc, de fait, ce travail est empêché, voire mis en grande difficulté. Nous savons aussi qu'un certain nombre d'associations sportives dans les collèges sont mises en difficulté par la même occasion. Alors, sur la DGH, les DHG pardon, ne sont pas abondés dans l'immense majorité des cas par des heures en plus, ce qui fait qu'on va prendre sur les marges et sur l'organisation existante. Donc, pour ce qui nous concerne, ce sont des plus en EPS qui vont payer ce besoin créé par la réforme en français et en mathématiques. Notamment le savoir nager, l'organisation ou des dédoublements dans l'enseignement des APPN et différents projets dans les différentes classes qu'on peut appeler classes sport, bref, différents projets qui existent en éducation physique et sportive. Il y a également des répercussions sur le groupe classe, qui est fragmenté sur un tiers de son temps à peu près, compte tenu de cette mise en barrette et donc de l'organisation dans les groupes de niveau. Il s'agit là de la négation de l'importance de la stabilisation des groupes pour les enfants de cet âge. D'ailleurs, cette négation et cette déstabilisation du groupe classe se répète puisque nous l'avons déjà connu au moment de la réforme du lycée. On est devant une réforme qui, de notre point de vue, est systémique du coup, de fait, puisqu'à l'époque de la réforme du lycée, l'organisation des enseignements par spécialité a provoqué exactement le même effet. Euh, je déroule sur l'inclusion. L'inclusion tant vantée par l'institution, euh, alors que les moyens sont largement insuffisants, notamment en éducation physique et sportive, vient d'être balayée car la plupart des élèves à besoins éducatifs particuliers, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, risquent de se retrouver, en tout cas pour un certain nombre, dans les groupes les plus faibles. Nous voyons là une négation de droit à l'inclusion qui, au lieu d'aller dans un sens de son développement par le développement des moyens, va totalement dans la direction inverse. Je reviens sur les collègues du français et des mathématiques qui se voient prescrire les façons de constituer les groupes de niveau et les façons d'y enseigner. Nous sommes dans une démarche totalement descendante qu'il s'agira ce soir non seulement de dénoncer, mais de voir comment on peut la contrer. Évidemment, nous craignons que, à terme, toutes les disciplines, dont l'éducation physique et sportive, bénéficient du même traitement, si j'ose dire, à savoir ce caractère très descendant par les hiérarchies, par les différentes hiérarchies. Les emplois du temps, je l'ai dit, des enseignants, mais aussi des élèves, risquent d'être très affectés, avec ce qu'on appelle des trous dans les emplois du temps, en nombre croissant. Euh,
De plus, le diplôme national du brevet conditionne le passage en seconde, qui est un autre élément qui acte l'école à deux vitesses. Donc, il y avait les groupes de niveau à l'entrée en sixième, et là, on est à la sortie du collège vers le lycée. Donc, une nouvelle fois, plutôt que de jouer sur les causes des difficultés, euh, car le socle commun a fait du DMB, ne l'oublions pas, jusqu'à présent, une caricature pour ce qui concerne la présence et la reconnaissance de l'éducation physique et sportive à travers le diplôme national du brevet. On y assigne une nouvelle fois, au lieu de jouer sur les causes des difficultés, on y assigne une fonction nutriscolaire. Je terminerai mon propos euh, sur les axes du choc des savoirs, avec un mot sur la classe de la préparation à la seconde, puisque les élèves qui n'auront pas réussi leur diplôme national du brevet entreront potentiellement dans cette classe qui ne bénéficie d'aucun programme. Elle relève de l'autonomie totale des établissements, donc chaque établissement s'organisera comme il voudra. Nous pensons que c'est un problème pour la suite de la scolarité. Et d'ailleurs, ce que l'on craint, c'est que beaucoup d'élèves finiront dans le dispositif d'apprentissage qui se développe aujourd'hui contre la voie professionnelle publique. Ce qui d'ailleurs, une nouvelle fois, montre des éléments d'une réforme systémique de l'ensemble des niveaux d'enseignement qui vont dans le même sens. Alors, je continuerai, je ne dirai pas plus au-delà de ces quelques éléments de caractérisation de la réforme. Avant de passer la parole à Alain sur le rappel des axes principaux pardon, sur les appuis théoriques, excusez-moi, et des idées pour les combattre. Je vous précise juste que vous avez un chat, un espace de discussion dans le webinaire, dans lequel vous pouvez réagir ou poser des questions qui vous semblent importantes. Alain, je te passe la parole si tu veux bien. Merci Angelco, bonsoir à toutes et tous. Donc je vais revenir sur quelques appuis théoriques et arguments voilà, pour combattre le choc des savoirs. Je ne serai pas exhaustif et je vous renverrai aussi aux productions qu'a fait le SNEP. On en a plusieurs sur notre site. Voilà, et on essaiera de vous les montrer un petit peu pendant l'exposé. Donc les éléments du choc des savoirs et notamment les groupes de niveau et le redoublement sont bien évidemment étudiés depuis longtemps dans les différents systèmes scolaires. Et si chacun peut avoir un avis, évidemment, les études sont toujours intéressantes pour se forger une opinion face à un bon sens qui est aujourd'hui souvent asséné, pas uniquement, évidemment, au niveau de l'école. Et notamment, ce bon sens a été mis en avant de manière extraordinaire par Gabriel Attal, suite à un questionnaire qu'il avait monté très rapidement avant, enfin c'était au mois de novembre-décembre, sur la question de l'hétérogénéité des classes. Il proposait donc des groupes de besoins et juste après ça, il a imposé justement des groupes de niveau dans son choc des savoirs. Alors, faut se rappeler aussi que c'était au moment où sortait l'étude PISA, au niveau de l'OCDE, et cette étude PISA a remis en avant le fait que le système scolaire français était l'un des plus inégalitaires, des pays de l'OCDE. Donc, on a une nécessité pour avoir une école plus démocratique, bien évidemment, de faire réussir davantage les élèves en difficulté. Et on va voir que tout ce qui est proposé par Gabriel Attal va plutôt dans le sens inverse. Donc, je vous donne voilà quelques éléments des choses qu'on a sorties en termes d'appui théorique. Donc, en janvier, on a produit un document qui s'est appelé Études et revues de presse sur le choc des savoirs, donc que vous pouvez retrouver dans le kit DAG du SNEP. Je vous donne quelques exemples. Donc, une étude annonce que les élèves ayant de bons résultats scolaires ou issus de milieux socio-économiques favorisés ont plutôt un effet d'entraînement sur l'ensemble des élèves. Inversement, la concentration d'élèves en difficulté scolaire ou issus d'un environnement familial moins propice à la réussite scolaire est un facteur pénalisant les performances scolaires, surtout pour ces groupes d'élèves. Il en résulte que les phénomènes de ségrégation peuvent aggraver les inégalités scolaires. Une autre étude annonce, je cite, que les trajectoires scolaires des élèves les moins performants et les plus défavorisés socialement tendent à être améliorées lorsqu'ils sont entourés de camarades de niveau scolaire plus divers. Une autre annonce que des travaux récents démontrent que les effets de la diversité sociale des camarades de classe vont au-delà de la seule performance scolaire. Elle favorise le développement des capacités socio-émotionnelles des élèves, réduit la prévalence des stéréotypes raciaux et sociaux et, pour les élèves socialement défavorisés, améliore l'insertion professionnelle. Donc des choses, évidemment, que en tant qu'enseignant,
on voit de manière générale, mais c'est intéressant de les voir dans les études. On avait déjà mis en place aussi des choses sur le redoublement, hein, parce qu'on sait que ça a été pilonné aussi. Voilà, il faut faire redoubler plus parce que ça va permettre de faire réussir les élèves. Voilà, des études sur le redoublement, il y en a dans énormément de pays, pardon. Et le Conseil national d'évaluation du système scolaire en 2014, dans une conférence du consensus, hein, donc qui réunissait vraiment beaucoup d'acteurs, disait que le redoublement a fortement diminué en France depuis 30 ans et davantage encore depuis les années 2000. Il reste cependant à un niveau très élevé par rapport aux autres pays de l'OCDE. Et il semble aujourd'hui que le redoublement puisse avoir des effets positifs faibles sur les performances scolaires à court terme, mais que ceux-ci se dissipent très rapidement, voire deviennent négatifs à plus long terme. Les effets sur la motivation, l'ambition et la confiance des élèves restent toujours négatifs. Enfin, le redoublement modifie les trajectoires d'orientation, les carrières scolaires et détériore les conditions d'insertion dans la vie active. Il reste enfin le meilleur prédicateur du décrochage. Donc voilà, donc là on voit avec beaucoup d'études les problématiques des mesures mises en place par le choc des savoirs. Donc on a relancé, hein, il y a un deuxième kit qui a été mis en place à partir du mois de janvier aussi, qui est sur la une de notre site, qui reprend aussi beaucoup d'études, d'analyses de chercheurs. Je prends un exemple, Pierre Merle par exemple, qui annonce que c'est une pratique pardon, très défavorable à la progression des élèves faibles. Les mettre ensemble accroît leurs difficultés, on les prive des locomotives que sont les meilleurs élèves, et en étiquetant certains élèves comme plus faibles, on accroît la conscience qu'ils ont de leurs difficultés. C'est un équivalent moderne du bonnet d'âne, alors que l'entrée en sixième doit marquer un palier positif, le passage chez les grands. Donc voilà, hein, ça c'est des choses qui sont évidemment très fortes. Alors on pourra dire aussi là-dessus que évidemment Gabriel Attal s'appuie sur les dysfonctionnements du système scolaire français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le SNEP ne dit pas que le système scolaire français est bien organisé et permet de faire réussir tous les élèves. On en est d'ailleurs très loin. Mais on sait que la question des effectifs par classe, hein, vous savez que la France fait partie des pays de l'OCDE, enfin d'ailleurs est le pays de l'OCDE où les effectifs, la moyenne des effectifs dans les classes est le plus élevé, que ce soit en primaire ou dans le secondaire. Donc ça participe évidemment énormément à l'échec scolaire et qu'il y a besoin évidemment de formation, de recrutement pour permettre et viser la réussite de tous. Donc on a vraiment voilà un pouvoir qui s'appuie sur les difficultés du système pour aller encore plus loin dans la ségrégation et c'est ça que nous on condamne fortement. Et vous retrouverez d'ailleurs sur le kit sur les groupes de niveau qui est sur la une de notre site, une citation qui dit qu'une taille de classe réduite de 2 élèves a plus d'effet sur la réussite scolaire que de passer d'une classe avec 0% d'enfants de milieux favorisés à 100% d'enfants favorisés. C'est-à-dire que les effectifs par classe, hein, il y a d'autres études, notamment de Piketty et Waldener qui en parlent, sont vraiment très très importants dans la dynamique d'apprentissage. Donc voilà, c'était pour vous donner quelques éléments théoriques, voilà, pour combattre le choc des savoirs et construire l'école de demain. Je redonne la parole à Angelco sur la question un petit peu des positions du SNEP, de la FSU et des autres syndicats. Merci Alain. Alors, en quelques mots, je vais commencer par le plus important, j'ai envie de dire le plus évident, mais ça va mieux en le disant, le SNEP, la FSU et l'ensemble des syndicats nationaux de la FSU concernés, le SNES, FSU, SNUIPP, etc., s'opposent sur le fond et sur la forme au choc des savoirs. La raison principale sur le fond demeure l'installation par une nouvelle structuration des enseignements à travers les groupes qui s'appellent officiellement les groupes de besoins, mais qui en réalité sont les groupes de niveau, y compris dans l'esprit tel qu'il est défendu à la fois par la ministre de l'Éducation, mais aussi par le Premier ministre, enfin, le Premier ministre Attal qui l'était jusqu'à présent. Je rentre pas dans la situation particulière, mais qui va peser d'ailleurs sur la future réforme suite aux législatives. Donc, la raison principale sur le fond, c'est la structuration des enseignements d'une école à plusieurs vitesses, socialement injuste, dans laquelle les enfants des classes populaires seront déclassés
par l'abandon de l'égalité comme le principal vecteur des réformes en cours et futures. Et nous pensons d'ailleurs, et nous craignons, que cette réforme s'inscrit dans une stratégie de réforme systémique à long terme. En sachant que je l'ai dit tout à l'heure en quelques mots, en quoi nous voyons des liens avec des réformes passées, récentes, comme la réforme du lycée, ou en cours, comme la réforme pardon, de la voie professionnelle. Euh, je le dis tout de suite, l'idée dans l'analyse que nous faisons, syndicale que nous faisons n'est pas de nier les différences existantes, différences de niveau, si j'ose dire, qui ont comme cause de multiples facteurs sociaux, notamment. Je ne développe pas. Alain a nommé cité quelques études, il y en a d'autres qui travaillent ces questions-là. Euh, et d'ailleurs, les groupes de niveau en éducation physique et sportive, nous en connaissons. Par exemple, le groupe de non-nageurs auquel nous décidons de donner chaque fois qu'on arrive à obtenir les moyens supplémentaires pour organiser un enseignement spécifique parce que ces élèves sont non-nageurs et non-nageuses, évidemment, nous nions pas les différences qui peuvent exister des élèves au regard des savoirs devant lesquels nous les mettons par lesquels nous les développons et ils se développent et elles se développent en EPS. La question, c'est de ce qu'on en fait par la suite. On n'est pas dans un développement maximal pour toutes et tous. Nous sommes dans une idée politique. C'est pour ça que nous nous opposons à cette réforme qui consiste à donner moins à ceux qui ont déjà moins. Voilà le cœur du problème. Alors, je l'ai dit, la réforme systémique, je redonne quelques éléments de compréhension et d'analyse, en tout cas selon le SNEP FSU. Au lycée général et technologique, la réforme récente du lycée euh, a instauré l'enseignement des spécialités et donc la destruction du groupe classe qui aggrave les inégalités. Là où elles existaient déjà. La précédente structuration du lycée devait, de notre point de vue, être réformée, mais pour aller vers une réforme qui jouerait justement avec des moyens supplémentaires, évidemment. Aussi, nous ne nous cachons pas, qui aurait orienté les réformes dans l'autre sens. Et je l'ai dit aussi, la destruction de la vie de classe, un élément important dans la scolarité de nos élèves, qu'il s'agisse du collège ou du lycée. En lycée professionnel, nous connaissons une baisse des enseignements généraux et une formation professionnelle orientée par rapport aux besoins des entreprises, du bassin local notamment, mais pas que. Mais sans la dimension citoyenne de ces formations professionnelles. Or, il nous semble qu'une nouvelle fois, du point de vue politique, voire idéologique de l'orientation de ces réformes, c'est quelque chose qui est totalement néfaste pour la vie en société derrière de ces mêmes travailleuses et travailleurs qui sortiront avec des diplômes de l'enseignement professionnel. Je dirais qui plus est, dans la possible, voire nécessaire, si elles et ils le souhaitent, poursuite des études, puisque nous défendons l'idée de pouvoir poursuivre des études pour tous les lycéens, qu'ils soient en lycée général technologique ou lycée professionnel. Euh, Si nous y rajoutons ce que nous avons dit plus haut sur l'apprentissage comme future voie, donc la sortie de la voie publique via un DMB qui va leur barrer la route, ben, la boucle est bouclée sur une réforme qui va, par le tri des élèves, tri technique organisé de la sorte, priver un grand nombre, des milliers, voire des dizaines de milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers des élèves, de plus en plus nombreux de l'accès aux diplômes et les savoirs qui en découlent, qui les structurent. Sur la forme, la réforme déstructure et met en difficulté, voire en grande difficulté, l'organisation des enseignements. Je rappelle dans l'immédiat, l'EPS est concerné. Les emplois du temps des élèves et des enseignants, l'organisation de la répartition des équipements sportifs, l'association sportive, l'enseignement de la natation, très important notamment avec des heures et des groupes constitués des non-nageurs. Les sections sportives scolaires semblent être aussi affectées. Les dédoublements dans les APPN, entre autres, etc. etc. J'ai mentionné l'association sportive. Rien ne garantit aujourd'hui qu'à terme, alors très court terme dans un certain nombre d'établissements, mais de plus en plus à l'avenir, si on devait prolonger la voie de cette réforme, le mercredi après-midi ne soit affecté par les emplois du temps, donc des enseignements autres que les entraînements de l'association sportive, à l'image de ce qui s'est passé, de ce qui se passe aujourd'hui
en lycée général et technologique dans un grand nombre, enfin, aujourd'hui dans une majorité des lycées. Sur le côté inclusion, dont j'ai parlé tout à l'heure dans les axes de la réforme, comment ne pas voir dans la réforme donc, qui se met en place, et donc une des raisons majeures pour laquelle nous nous opposons, y voir encore plus de difficultés d'affectation d'AESH à l'éducation physique et sportive, là où il y en a déjà très peu, voire pas du tout dans beaucoup d'endroits. Je termine mon propos sur le positionnement et les raisons de ce positionnement, en quelques mots, vous l'aurez compris de façon très synthétique, du SNEP, de la FSU, mais aussi de l'intersyndicale, en vous parlant de l'opposition frontale historique qui s'est exprimé au Conseil supérieur de l'éducation, l'instance ministérielle qui examine l'ensemble des textes, donc des textes correspondant à la réforme du choc des savoirs, où la totalité des organisations syndicales, malgré toutes leurs différences, certaines, beaucoup de différences sur le positionnement, sur le fond et la forme, je dirais en temps ordinaire, euh, donc le CSE s'est exprimé dans la quasi-unanimité contre l'ensemble des textes régissant le choc des savoirs, et malgré cela, pardon, la réforme est en train de se mettre en place. Nous avons aujourd'hui un vrai problème de fonctionnement démocratique, qui est une des raisons majeures, au-delà de tout ce que je viens de dire, de l'opposition du SNEP, de la FSU et des autres syndicats à cette réforme. Évidemment, ce positionnement est identique dans ce qu'on veut voir dans les instances académiques territoriales et locales, à travers les CSA académiques, mais aussi les conseils d'administration, où les expressions sont nombreuses et très fortes contre la mise en place du choc des savoirs. Alors, puisque je parle des établissements, on arrive sur le point action et les modalités de ces actions. Alain, je te repasse la parole pour cette dernière partie, si tu veux bien. Merci Angelco. Donc avant de, voilà, de partir sur le, on va dire la proposition d'activité forte là sur les CA de fin d'année, hein, parce que là on y arrive. Je reviens très très vite sur l'activité syndicale de l'année, enfin qui a été un peu extraordinaire dans beaucoup d'établissements. Voilà, on a eu vraiment les premières grèves au mois de janvier, février, et des mobilisations, voilà, qui se poursuivent encore et qui s'accentuent à certains endroits, entre des réunions publiques, des collèges déserts, des banderoles sur les établissements, des manifestations, des grèves, etc. Alors quand je vous dis que ça se poursuit encore, hein, on a un collège sur l'Académie de Lyon, le collège Ex-Brailla, qui était à 80% de grévistes encore le 14 juin. Voilà, on a partout on en a encore des réunions publiques qui se déroulent. Donc, nous on dit continuons à porter cela parce que toutes les actions sont importantes pour empêcher évidemment la mise en place à la rentrée 2024 de ce choc des savoirs, hein, avec le mot d'ordre qu'on porte et qui est porté sur toute la France. Nous ne trierons pas nos élèves, mais aussi stopper la généralisation les années qui suivent, hein, parce qu'on sait que voilà, la question des réformes aussi s'inscrit dans un temps long. Pour se donner un petit peu d'espoir aussi, on a des rares retours d'établissements qui font marche arrière et qui mettent pas en place du tout les groupes de niveau, hein. On voit dans le chat, hein, que il y a des endroits où voilà, pour pas trier entre guillemets les mauvais élèves, ben, on peut faire, enfin il y a des groupes plutôt d'élèves en réussite qui sont mis en place. Alors voilà, nous c'est pas ce qu'on porte, hein, mais voilà, c'est des modalités pour permettre d'éviter en tout cas le tri social. Nous, on a un exemple, un établissement, donc le collège Édouard Vaillant sur Bordeaux, qui après deux refus de répartition du TRMD en CA, différents vœux portés, des manifestations, réunions publiques avec les parents d'élèves, voilà, le chef d'établissement a fait marche arrière et annoncé aux collègues qu'il ne mettrait même pas en place les barrettes, parce qu'au début c'était juste, voilà, on va mettre en place les barrettes. Bah là, il refait comme avant et les moyens qui étaient utilisés là-dessus, il les donne aux Français, aux mathématiques. Donc voilà, on espère que ça va se généraliser un petit peu partout, mais voilà, on sait que le rapport de force est important parce que c'est comme ça qu'on gagne, comme on le dit. Enfin, ça peut être à très court terme pour dès le mois de septembre, mais aussi un peu en plus long terme. Alors si je ne vous l'ai pas dit, mais il y a aussi des annonces qui sont faites où les collègues ont dit dans cet établissement, bah, il y aura aucun prof principal à la rentrée scolaire, il y aura plus de projets en français et en maths, etc., etc. Voilà. Donc continuons à mettre la pression. Sur la question après de la voilà des modalités proposées sur la question du CA, donc qui sont portées par le SNEP mais aussi par le SNES, hein, FSU, c'est d'essayer d'utiliser les voies aussi réglementaires
dans la lutte syndicale et donc le conseil d'administration pour contraindre l'administration, voilà, pas mettre en place ni le tri ni les barrettes qui posent aussi plein de problèmes organisationnels et notamment de répercussions sur l'EPS, comme ça a été dit. Alors évidemment, ces actions en conseil d'administration, faut pas les voir comme des actions magiques en disant voilà, si on fait ça tout de suite, on va gagner. Mais voilà, ça contribue à nourrir le rapport de force. Voilà. Et il faudra aussi l'apporter comme de manière habituelle avec les parents d'élèves, en alliance avec les syndicats, les sections départementales et académiques. Pour vous dire aussi que ces actions en CA vont reposer sur la question de l'autonomie de l'établissement et que la FSU n'est pas porteuse d'un maximum d'autonomie des établissements, mais au vu d'une réforme qui est vraiment inique, qui est rejetée, ça a été dit, par l'ensemble des personnels, c'est fait au détriment des élèves et de notre système éducatif. Beaucoup de personnels d'ailleurs sont en mal-être avec cette réforme. Voilà, on a décidé d'utiliser aussi l'autonomie de l'établissement pour mettre un grain de sable dans cette réforme. Elle va être portée aussi sur la question d'une différence entre l'arrêté du 15 mars 2024 qui met en place les groupes de besoins, parce que c'est appelé groupe de besoins dans l'arrêté, et la question du code de l'éducation, donc sa partie législative et réglementaire, parce qu'on va voir que dans le code de l'éducation, il y a des choses qui reprennent un projet d'école plus émancipateur et plus commun. Évidemment, dans la hiérarchie des normes, le code de l'éducation doit prévaloir. Alors, je vous donne quelques exemples, mais vous les retrouverez aussi dans les vœux qu'on propose au niveau du SNEPS, les textes spécifiques sur le code de l'éducation. Déjà, donc l'article L 111, pour vous donner voilà le projet d'école qui est porté par ce code, annonce que le service public d'éducation reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants sans aucune distinction. Et la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. On voit que voilà, c'est pas du tout ce qui est porté par les groupes de niveau. Un autre article aussi de ce code de l'éducation hein, que vous retrouverez dans nos éléments dit que le collège offre, sans constituer de filière, des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs capacités afin de leur permettre d'acquérir le socle commun de connaissances et de compétences. Et l'article 1er, enfin, de ce code. Donc le service public d'éducation contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Donc voilà, on va mettre l'idée, c'est de mettre voilà en confrontation un petit peu ça et dire que le code de l'éducation doit primer là-dessus. Après, sur la question de l'autonomie de l'établissement. Donc on vient sur les textes du CA au niveau réglementaire qui sont aussi dans le code de l'éducation. Faut savoir que le chef, c'est rappelé dans l'article R 421-9, le chef d'établissement, c'est pas lui qui décide de tout ce qui se passe dans l'établissement. Il a certaines compétences, mais sur les compétences voilà de répartition et d'organisation pédagogique, le chef d'établissement exécute les délibérations du conseil d'administration. Donc ça, voilà, il faut que ce soit bien clair. C'est pas à lui de décider en tant que manager, même si on sait qu'il y a une volonté de pousser vers le management à tout va. Donc, je suis dans mes fiches. Donc voilà, on va porter en fait le fait que dans les conseils d'administration, il y ait des expressions pour que les groupes qui soient mis en place soient des groupes hétérogènes qui correspondent en fait à la classe et que on peut le faire passer donc soit par des vœux, soit même si c'est mis à l'ordre du jour du CA que vous discutez de la répartition pour l'année prochaine, parce qu'on sait qu'il y a il y a des moments où ça a déjà été voté en février, mais parfois la DAG n'a pas été votée, donc c'est fait en fin d'année. Donc si vous l'avez dans l'ordre du jour, vous pouvez très bien donc sur les propositions que porte le SNEP, mais aussi le SNES sur la question des répartitions, de dire bah voilà, nous on demande à ce qu'il y ait des groupes hétérogènes gérés par les collègues et demander aussi qu'il n'y ait pas de groupe de niveau mis en place, mais que ce soit bien des groupes qui répondent à la réussite de tous les élèves. Donc voilà, on vous appelle à faire voter ça. Il faut savoir que si c'est pas dans l'ordre du jour, il faudra le demander à ce que ce soit mis dans l'ordre du jour.
Et on a déjà plusieurs retours, évidemment, d'établissements, parce que les chefs savent aussi qu'il y a une difficulté là-dessus et qui risque d'être mis en minorité. Vous avez la possibilité, s'il y a un refus, de demander un conseil d'administration extraordinaire. Donc, si plus de la moitié des membres du CA demandent un conseil d'administration extraordinaire, il doit être mis en place sur un ordre du jour particulier. Donc, l'ordre du jour sera bien la répartition des moyens pour la rentrée prochaine. Donc ça, voilà, il faut faire un courrier, le déposer au chef d'établissement. Alors, j'ai pris aussi attache auprès du SNES FSU. Il y a les premiers retours de rectorat qui commencent un petit peu à refuser, mais ils se mettent dans l'illégalité parce que à partir du moment où c'est demandé sur un ordre du jour précis, ça doit être réellement mis en place. Je termine peut-être, parce que je pense qu'on enverra peut-être aussi le lien sur la question, enfin parce que le SNES aussi a mis en place cette procédure sur son site. Voilà, il rappelle, alors je vais vous dire juste les propositions qu'il porte tout, sur la question des groupes. Je vais je le retrouverai tranquillement. Peut-être, Oui, voilà, oui, Angelico, oui. je te donne la Bien. parole. Et puis, Oui, oui, on reprend ça. merci Alain. Alors, donc, vous avez bon, entendu un certain nombre de propositions, donc qui sont au cœur je dirais, de ce que nous avons souhaité faire ce soir à travers ce webinaire. Vous trouvez certains éléments dans le bulletin national du SNEP FSU qui arrive dans nos boîtes aux lettres, avec l'idée de mobiliser le plus grand nombre de collègues. Les modalités d'activité et d'action syndicale pour peser contre les mesures et la mise en place concrète dans les établissements du choc des savoirs qu'Alain vient de nous donner, pour un certain nombre, pour ne pas dire un grand nombre, se situent sur le terrain réglementaire. Nous pensons qu'il y a toutes les raisons réunies pour que la masse des collègues mobilisés, de façon à faire vivre réellement les processus démocratiques dans les établissements, on puisse mettre en difficulté un certain nombre de choses, puisque la mise en place n'est pas tout à fait démocratique, pour ne pas dire n'est pas démocratique du tout. Je ne reviens pas sur un certain nombre de choses, des passages en force. Donc, j'insiste là-dessus, l'idée de trouver des modalités d'action qui permettent au plus grand nombre de s'y reconnaître, puisqu'il s'agit certes d'une opposition frontale que nous menons à ces mesures et à cette réforme, mais on cherche les modalités d'action, j'insiste là-dessus, réglementaires. Alain vient de nous les donner, euh, car ce sont celles-là dans lesquelles nous pensons que le plus grand nombre de collègues qui sont d'accord avec nos analyses sur le fond euh, puissent les accepter en tant que telles et les meilleurs pour s'opposer à cette mise en place. Euh, je dirais, je réagirais à une question, une remarque plutôt posée dans le chat du webinaire concernant la position et les rappels fait, des positions des différents chefs d'établissement. Euh, Aujourd'hui, le syndicat majoritaire, alors le syndicat des chefs d'établissement SNUPDEN FSU de la FSU, qui est minoritaire au sein du corps des chefs d'établissement, est évidemment partage totalement nos positions et nous les leurs. Mais le syndicat majoritaire des chefs d'établissement, le SNPDN-UNSA, s'est opposé avec force au CSE que j'ai cité tout à l'heure, au Conseil supérieur de l'éducation, devant Madame la ministre, très clairement. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à rappeler à nos chefs la position de leurs syndicats majoritaires et de leurs différents syndicats, puisque je l'ai dit aujourd'hui, syndicalement, et les chefs en font partie, il y a une opposition frontale sur le fond de ces mesures. Écoutez, je ne rajouterai pas plus que ça. Vas-y, Oui, Alain. juste une précision, parce que je justement cherchais dans mes notes un petit peu tout à l'heure. Voilà, pour rappeler la question justement de l'autonomie de l'établissement et voilà, et ce qui va être porté au niveau, enfin que ce soit du SNEP, mais aussi du SNES FSU, parce que voilà, la bataille est commune aussi dans les établissements. Donc je l'ai pas dit, mais c'est toujours travailler en commun, hein. Alors les heures syndicales, ça va être un peu tard maintenant, mais voilà, le faire avec la communauté éducative. Alors pour ce qui est de l'autonomie de l'établissement, donc je rappelle que l'autonomie, c'est l'établissement fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative. Et là-dedans, donc l'organisation de l'établissement en classe et en groupe d'élèves. Donc ça, c'est noté noir sur blanc dans le Code de l'éducation. Les modalités de répartition des élèves.
Donc ça, voilà, c'est là-dessus qu'on s'appuie pour dire, voilà, c'est à l'établissement d'aller là-dessus. Et donc, le CA peut décider par un vote du principe de l'obligation de groupe classe hétérogène. Euh, Là, donc, la délibération que propose le SNES au vote, c'est quatre choses. La constitution des groupes en français et mathématiques qui répondent aux besoins identifiés par les professeurs de ces disciplines. Donc ça, c'est conforme à l'arrêté du 15 mars 2024. Donc souvent, vous allez avoir des collègues qui vont porter l'hétérogénéité des classes. Deuxième chose, il faut obligatoirement une hétérogénéité de niveau et de besoins des élèves dans chaque groupe et classe. Troisièmement, quand c'est techniquement possible, les effectifs de classe dans l'établissement doivent comporter un nombre d'élèves proche. Donc c'est l'idée, voilà, d'avoir des groupes de même gabarit. Et au vu des principes fixés ci-dessus, la composition des groupes, l'alternance groupe-classe, classe de référence. Donc vous savez que ça c'est dans l'arrêté qui propose seulement de 10 semaines sur classe, dire que ce n'est pas pertinent dans l'établissement. C'est-à-dire qu'on le CA peut dire clairement, voilà, pour nous, c'est pas pertinent pour répondre aux besoins des élèves, donc c'est ça qu'on porte. Donc tous ces éléments-là vont servir là-dessus. Alain, avant de passer peut-être à la conclusion de notre webinaire, je vois une question. Quel est le pourcentage de chefs d'établissement syndiqués? Écoutez, nous n'avons pas là le chiffre exact. Mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que tout à l'heure, je citais le syndicat des chefs d'établissement de la Fédération syndicale unitaire, qui est minoritaire dans le corps des chefs d'établissement. Nous espérons que le syndicalisme de la FSU va pénétrer de plus en plus le corps des chefs d'établissement. Mais en attendant, donc je le rappelle, le SNPDEN, UNSA et le syndicat très majoritaire chez les chefs d'établissement. Et ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que un très grand nombre, majoritaire, des chefs d'établissement sont syndiqués. UNSA, le SNP2N UNSA, pardon, annonce certainement publiquement, comme le SNEP FSU, chez les professeurs de PS, les chiffres de syndicalisation. Donc, je les ai pas, donc je ne peux pas vous dire plus. Mais c'est un syndicat qui est très présent dans la vie professionnelle des chefs d'établissement. Donc, encore une fois, il ne faut pas hésiter à user de la position et donc plutôt de l'opposition du SNPD-UNSA parmi d'autres organisations à la réforme du choc des savoirs auprès de nos propres chefs. Écoutez, je ne rajouterai pas plus. Alain, je te propose de conclure en quelques mots notre webinaire, si tu veux bien. Alors, ben, comme nous l'avons vu, il est nécessaire dans un même mouvement d'agir pour stopper le choc des savoirs, mais aussi d'obtenir des moyens pour une école publique de qualité qui réponde à la réussite de tous, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les conditions ne le permettent pas, notamment concernant les effectifs par classe. On appelle donc à continuer d'agir dans les établissements, et notamment au CA, comme on l'a vu. Nous savons aussi que la période des élections législatives du 30 juin et du 7 juillet peut soit poursuivre, enfin sortir avec une poursuite de la logique de l'école libérale portée par Gabriel Attal, soit encore passer un cap sur l'autoritarisme scolaire, car on sait que le projet de l'extrême droite, ce sera encore plus libéral et une nature vraiment bien pire sur l'autoritarisme, ça a été dit aussi dans les différents programmes. Soit aller vers l'abrogation du choc des savoirs et une école plus émancipatrice. Alors là, je vous cite les éléments du contrat de législature du nouveau Front populaire. Et c'est aussi au vu de ces choses-là que, comme ça a été dit en introduction, que le SNEP FSU, pour la démocratie, pour l'école, pour les services publics, a pris la responsabilité, voilà, d'appeler à voter bien pour le programme du nouveau Front populaire. Donc, on vous remercie évidemment pour votre participation. On espère que voilà, ça nourrira les luttes localement et on vous souhaite de bonnes luttes et une très bonne soirée. Merci. Au revoir.